Bonjour Madi. Bonjour. Je vous présente Madi Delvaux, eurodéputée luxembourgeoise, qui a traité cette semaine d'un sujet très important au Parlement européen sur lequel on va revenir. Mais je voudrais citer une phrase du rapport que tu as conclu cette semaine, qui est la suivante. Considérant que de la créature de Frankenstein imaginée par Marie Shelley au mythe antique de Pygmalion, en passant par le golem de Prague et le robot de Karel Capek, je ne sais pas si on dit Capek, inventeur du terme, les humains ont de tout temps rêvé de construire des machines intelligentes, le plus souvent des androïdes à figure humaine. On ne peut pas dire que ce soit une phrase tout à fait commune dans un rapport du Parlement Non. européen. Donc ma première question m'a dit, toi qui es rapporteur sur ce texte, peux-tu nous dire ce qui, entre la science-fiction, le progrès de la science, qu'est-ce qui motive ce rapport? Donc, un mot sur la phrase, parce que j'aime bien quand même les allusions littéraires. On a Donc, ça compris. nous change un peu Tout à fait. de notre terminologie normale. Mais là, on n'est plus dans la science-fiction, puisque les robots sont déjà sur le marché. Il y a de nouveaux robots, des annonces tous les jours. Et donc, je crois qu'il est temps que nous occupions de ce sujet, que nous organisions un débat sur les bienfaits, mais aussi les craintes des gens. Et je crois que le Parlement européen est bien placé pour mener ce débat. Alors tu parlais de crainte, je rebondis tout de suite. On a bien senti quand même dans les débats que les questions morales et éthiques venaient très vite à la surface. Tu peux nous en dire aussi quelques mots? Dans ce débat, il y a beaucoup de fantasmes. Il y a les gens qui s'attendent à des merveilles, et c'est vrai que les robots peuvent faire beaucoup faciliter la vie, mais il y a aussi beaucoup de craintes que les robots vont nous dominer, et c'est pour ça qu'on demande une charte éthique, un code de déontologie pour les programmeurs, pour qu'ils respectent la liberté, la vie privée, la dignité. Une sorte de code de déontologie, c'est ça? Un code de déontologie, et il faut que ce soit fixé avant le développement des robots pour que les ingénieurs les prennent en compte. Peut-être aussi avec quelques définitions communes, partagées. C'est-à-dire que je crois comprendre que ce rapport, en plus, anticipe sur des législations futures, ce qui est assez rare aussi. Mais pour une fois, c'est un peu le sens inverse de l'habitude. Pour une fois qu'on est les premiers à s'occuper de ce sujet, donc si on fixe les principes, ça permettra aux législations nationales de s'adapter. On n'aura pas à courir après pour harmoniser. Et puis, de toute façon, les robots passent les frontières. Et il faut que nous ayons une harmonisation parce qu'une voiture sans chauffeur, qui est un robot, ne va pas s'arrêter à la frontière. Bien sûr. Et donc, fixons les règles ensemble. D'accord, donc des règles déontologiques. Et puis, je crois, vous vous êtes heurté, c'est sans doute pas terminé d'ailleurs, j'imagine, à certains aspects juridiques aussi, et aussi des questions, comme toujours, économiques qui sont venues percuter ce débat. Notamment, je pense, avec les questions de propriété intellectuelle, notamment, mais pas seulement. De sécurité peut-être aussi. La question de la propriété intellectuelle, pour le moment, on l'a laissée de côté. Vous l'avez laissée de côté. Je pense que la priorité, c'est la question de la responsabilité. Qui est responsable pour l'action d'un robot? Ça, il faut le clarifier tout de suite. C'est la première. Oui, pour les questions de sécurité, pour les ça questions et la standardisation, donc qui est très important. La question des droits à la vie privée, l'intimité, avec des robots de soins qui entrent dans votre sphère privée. Il faut quand même clarifier qui a accès à ces données, à qui appartiennent, combien de temps elles peuvent être stockées, à qui est-ce qu'on peut les vendre, si je peux dire. Donc ces questions doivent être réglées assez rapidement parce que l'évolution technologique fait très très vite et nous voulons aussi que l'industrie européenne soit performante. Nous sommes très bons en robots, ce que peut-être nous ne savons pas, mais les Français doivent le savoir avec Nao et Papa, qui sont quand même et même à Lyon, fleurons. en plus, nous avons les précurseurs de toute l'industrie de la robotique. Donc nous voulons que nous restions compétitifs parce qu'à interagir avec des robots, autant interagir avec des robots européens plutôt que des robots d'autres continents. C'est une réflexion qui se mène aussi sur d'autres continents. Vous avez eu des références ou des sparring partners d'une certaine manière, si on peut dire? Oui, et de toute façon, la standardisation devrait se faire au niveau mondial. Mais si on a une position européenne, on est plus fort pour influer. Mais la Chine, le Japon, la Corée, les États-Unis investissent des montants énormes dans la recherche sur l'intelligence artificielle, sur les robots. Donc, il faut qu'on se mobilise. Tout à fait. J'ai entendu parler aussi de quelques réflexions ou controverses sur la dimension sociale de tout cela. Oui, même peut-être avec un peu de caricature à un moment donné, je crois, non? Oui, comme toujours, comme toujours. Mais
la première question que les gens me posent, c'est celle de l'emploi. Donc, est-ce que les robots vont voler les emplois des humains? Moi, personnellement, honnêtement, personne ne le sait. Les études sont partagées. Il y aura création de nouveaux emplois, mais il y aura des changements sur le marché de l'emploi. Et donc, ce que moi, je propose dans le rapport, c'est qu'on débatte, qu'on organise un débat et qu'on se prépare à différents scénarios. Donc, si jamais il y a destruction massive d'emplois, alors il faut réfléchir comment assurer une vie digne, un revenu pour que tous les citoyens puissent avoir une vie digne. Alors il faut réfléchir au financement de la sécurité sociale et donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et moi, honnêtement, je crois que nous devons chercher des réponses. Nous ne les avons pas aujourd'hui pour rencontrer le souci des gens, parce que c'est joli de s'occuper de robots, mais la politique, c'est quand même organiser la vie de nos citoyens et d'œuvrer pour le bien des hommes et la dignité de tous. C'est ce que je trouve passionnant dans ce rapport, c'est effectivement l'ouverture sur différents sujets, l'anticipation et puis aussi le côté très concret d'organisation de la discussion politique et la mobilisation sur ces sujets. Dernière question, je crois qu'il est également question d'une future agence qui permettrait justement de... Est-ce que ça permettra d'élaborer cette discussion ou... Oui, non, mais bon, l'agence, d'une part, je pense que ce serait important pour être l'interlocuteur des agences équivalentes dans d'autres États, continents. Et puis, je pense aussi qu'il ne faut pas laisser le débat aux seuls industriels. Parce que dans la standardisation, bon, en général, ce sont les grands industriels qui se mettent d'accord. Et je crois qu'on a besoin d'une expertise publique, indépendante, et aussi qui puisse nous expliquer des algorithmes. Parce que honnêtement, moi, je ne peux pas, même si on a open source, qu'est-ce que j'en fais si je n'ai pas quelqu'un qui me traduit dans des termes intelligibles pour le commun des mortels. Donc, moi, je plaide vraiment pour une agence européenne. Merci beaucoup, Mady. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir et de voir les développements politiques de cette question tout à fait fondamentale. Merci beaucoup. Merci à toi, Sylvie, et à bientôt. À bientôt.